Donc, merci à toutes et à tous d'être là après le déjeuner. J'espère que la digestion va bien se passer. Je vais essayer de la rendre agréable en tout cas. On va parler d'influence, effectivement. Et pour commencer à parler d'influence, je vais juste prendre la citation de quelqu'un. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. Ce monsieur est un influenceur. Il a été désigné par Forbes 2 années de suite comme étant le directeur marketing le plus influent dans le monde. C'est Keith Sweed qui a été, en tout cas pendant 10 ans, le directeur global en marketing pour Unilever. En juin 2016, en gros, il dit que le futur des marques va passer par les influenceurs. C'est pas rien. Et il sait de quoi il parle. Seulement 2 ans après, il va changer aussi un peu de ton. Il va dire que, tout en parlant de marketing d'influence, que pour le coup, la situation est absolument tragique, critique, et qu'il faut réagir vite, au risque sinon de perdre la confiance. Ça en l'espace de 2 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans ? Il s'est passé pas mal de choses, dont voici qu'un bref, mais vraiment très très bref aperçu. Voilà. Alors vous avez entre autres un influenceur qui a eu la bonne idée de mettre sa tête encimentée dans un micro-ondes. Il a failli y rester. Vous avez tout un tas de fake followers. J'aime bien celui-là, vous voyez BFM TV, d'une influenceuse en Chine qui en fait utilisait, elle ne le disait pas, un masque, un filtre de jeunesse et de beauté, sauf qu'à un moment c'est tombé en panne et du coup ça a révélé qui elle était réellement. Vous voyez en fait les deux, surprise, etc., etc. Il y en a plein comme ça. Il y a beaucoup de fakes, il y a beaucoup de mauvais exemples qui sont donnés. C'est devenu un peu tout et n'importe quoi du côté de nos amis influenceurs. C'est pas anecdotique et il n'y a aucune condescendance de ma part. Je suis pas en train de dire ah les méchants, les vilains, etc. C'était mieux avant. Mais ce sont des gens qui sont extrêmement influents, qui sont regardés, qui servent de modèle auprès des plus jeunes générations. Et ne vous trompez pas, j'adore le numérique, j'y travaille depuis des années et des années. C'est absolument fabuleux et on retrouve ce même type de dérive dans des émissions de divertissement ou télé-réalité, donc ce n'est pas uniquement là-dedans. Mais, ceci dit, l'influence a gravement dérivé. On a l'exemple, celui-ci aussi, il est pas mal, Paul Logan, hein, qui lui va filmer des gens qui se pendent dans des forêts au Japon, ou alors qui dit qu'il va essayer d'être gay pendant 1 mois pour voir ce que ça fait, etc. etc. Et c'est là-dessus qu'il base son influence. C'est relativement moche. Alors après, souvent, ils viennent avec des excuses, des vidéos d'excuses. Ça devient tellement grotesque que pour le coup, il y a même un gamin qui a eu la bonne idée, en costume, en déguisement, de se déguiser en excuse d'influenceur. C'est vous dire si les choses vont loin. Il est très réussi, son costume. Bref, c'est qu'un bref aperçu. Sur mon compte Twitter, j'ai mis une collection justement d'articles et de tweets concernant ces dérives. Seulement, ces dérives, elles ont aussi un coût, notamment sur les faux comptes, qui représentent une perte d'à peu près 1,3 milliard de dollars cette année, sur un business qui en pèse un peu plus de 5 milliards. Donc c'est beaucoup, évidemment, et là encore, on voit que les choses ne sont pas arrangées. Il y avait une promesse qui était très belle au départ, quelque chose d'assez sain, on était sur de l'authenticité, de la transparence, etc. Puis il semblerait qu'à un moment, en cours de route, ça ait un petit peu dérivé. Et pourtant, l'idée était belle et elle reste belle. Le marketing d'influence, ça permet énormément de choses. Ça permet, entre autres choses, et la liste n'est pas exhaustive, ça permet de faire du contournement, ça permet de produire de l'authenticité, de la proximité, et l'ensemble, ça peut générer énormément d'impact. Si on regarde le contournement, alors vous le savez, vous l'utilisez peut-être, il y a beaucoup le phénomène de l'adblocking, donc de couper les publicités, représente un usage qui est quand même assez important en France, 29% des Français qui l'utilisent. Ça se gâte quand on regarde les générations les plus jeunes, puisqu'on est à 48% des Français de 18-24 qui utilisent un adblocker. Et c'est vrai que pouvoir travailler avec des influenceurs, ça permet notamment de contourner éventuellement cet adblocking, ça permet également de faire du référencement naturel. Somme toute, l'idée est plutôt sympathique. La confiance aussi, parce qu'il y a beaucoup de défiance auprès de la publicité, on le sait. Il y a aussi de plus en plus de défiance des fois au niveau des médias. Et puis quand Ipsos interroge les Français, en qui ils ont confiance en une connaissance avant tout. Et là, il y a le biais de se dire, peut-être que via un influenceur, c'est une personne, c'est pas une entité, etc., etc. Peut-être que je peux aller gagner de cette confiance. Sauf que les gens ne sont pas dupes et que quand on les interroge sur justement est-ce qu'ils font confiance à des personnes qu'ils connaissent uniquement sur Internet, ça redescend à 25%. Donc la confiance, ça se gagne et ça se mérite, évidemment. Et puis il y a la proximité. La proximité, par exemple, de s'intéresser à des générations
qui parfois nous dépasse en tant que responsable marketing. La Gen Z, qui est en passe de devenir le plus grand segment de consommateurs d'ici à 2020, c'est pas rien. Donc comment connecter, comment comprendre et parler leur langage, notamment. Personne n'a envie d'être cette marque-là. How do you do, fellow kids? What? Voilà, personne n'a envie d'être la marque qui prétend être jeune et qui tombe complètement à côté. Et du coup, c'est compliqué, mais c'est vrai que Twitter, puisque c'est public, ça permet d'écouter, de savoir ce qui se dit, de prendre le pouls de la planète, et notamment de savoir comment cette génération s'exprime. Alors, un petit exercice. 25 847, c'est un chiffre assez important, c'est le nombre de fois où, pendant ma présentation, le mot Stan va être mentionné sur Twitter. Le nombre de fois où ça va être tweeté, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais seulement, Stan, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que c'est, à votre avis, un collègue un peu bizarre, ou bien un fan obsédé par une célébrité, ou bien un bobo de la pub? Moi, il y a encore quelques temps de ça, j'en savais absolument rien. La réponse, c'est que c'est un fan obsédé par une célébrité, c'est la contraction en fait des mots anglais, stalker et fan. C'est aussi une référence à une chanson d'Eminem. Et du coup, c'est utilisé en permanence sur Twitter au niveau global. En France également, ça, ce sont des vrais tweets. C'est beaucoup associé au phénomène de la K-pop, qui est un phénomène culturel vraiment massif auprès de cette génération-là, qui génère énormément de conversations sur Twitter. Mais après, ça devient même du langage commun. Donc un autre vrai tweet qui est « J'ai ramené mon crush à Metz, il stan fort cette ville et je le comprends ». Voilà. Comme ça, des mots, il y en a plein. Voilà comment s'exprime en partie cette Gen Z. Et parfois, c'est vrai qu'on a du mal à connecter avec ça. Et on se dit que passer par un influenceur qui comprend ces usages-là, ça pourrait permettre de faire un peu plus d'authenticité. Il y a un vrai enjeu sur le sujet, puisque la pertinence culturelle est aujourd'hui un des facteurs clés dans la décision d'achat d'un consommateur. Il y a toujours le prix et la qualité, mais désormais, il y a quasiment un quart en fait, de cette décision d'achat qui va être conduite par la pertinence culturelle. Donc il ne faut pas taper à côté. Et c'est vrai que les influenceurs peuvent permettre ça pour peu qu'on utilise bien. Puis il y a l'impact. Alors il y a Kylie Jenner, par exemple, qui tweet quelque chose à propos de Snapchat en disant que pour l'instant, elle n'y trouve plus vraiment son compte. Un seul tweet, et ce simple tweet va coûter à Snapchat 1,3 milliard de dollars en bourse. Alors, nous, on n'y est pour rien derrière, première chose. Et deuxièmement, rassurez-vous, ils vont très bien depuis, il n'y a pas de souci. Mais ça montre évidemment que l'impact peut vraiment être très, très, très fort quand le message est émis depuis, en l'occurrence, une influenceuse. L'enjeu pour les marques, il est multiple. Quand on sait qu'une étude d'Avas dit que 77% des marques pourraient disparaître sans que personne ne s'en soucie, évidemment, là aussi, c'est comment, en tant que marque, je peux émerger. Et c'est cette guerre de l'attention auquel toutes les marques se prêtent actuellement. Comment émerger au milieu de ce parasitage et de tous ces messages qui nous sont envoyés, également en tant qu'individus et de consommateurs. Là aussi, l'influence peut aider à faire ça. Ça, c'est une étude qui vient de notre bureau en Angleterre, où en fait, on a une unité qui permet de mettre en relation des influenceurs avec certains de nos partenaires et des marques. Et on constate une hausse de l'attention de 24% quand les contenus sont produits par ces influenceurs versus leur pub traditionnelle. Ça vient du simple fait que, en fait, encore pour beaucoup d'annonceurs, la publicité, elle est conçue d'un point de vue télévisuel, et elle ne correspond pas aux usages, de cette génération-là, et aux usages de la plateforme. Mais j'insiste bien sur le mot influenceur au sens créateur, c'est-à-dire qu'ils créent, ils ont du talent, et pas uniquement de la popularité. Et c'est souvent en fait le biais qu'on peut faire. On a un amalgame qui est beaucoup trop fort entre popularité et puis influence. Seulement, ça ne veut pas dire la même chose. Parfois, ça se confond, c'est vrai, mais parfois, c'est simplement de simples vanity metrics, comme on dit. Avoir un certain nombre de followers ou d'abonnés ne fait pas tout et ne veut pas forcément dire influence. Alors vous avez vu, probablement, vous n'avez pas échappé au phénomène comique de la rentrée, pour ceux qui l'auraient pas vu. Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. C'est quand, où est-ce qu'on habite, Kevin. Je veux des moulures au plafond, Kevin. Ouais, c'est juste un petit extrait, au cas où vous auriez échappé à ça, mais ça a beaucoup tourné, ça a beaucoup fait rire, elle s'est retrouvée sur tous les plateaux télé, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que du coup, à gauche sur Instagram, son compte, le compte d'Inès Reg, a 1 million de followers, c'est beaucoup. Et cette vidéo, donc la vidéo originale, a généré 2,7 millions de vues. Seulement, au départ, c'était beaucoup moins. Et en fait, ce qui a fait que d'un coup, le contenu s'est propagé, c'est parti de ce compte de Fatih, qui n'a uniquement que 1000 followers, donc c'est pas à en parler. Si on s'en tenait au principe de popularité égale influence, on pourrait se dire, non, c'est pas forcément quelqu'un d'extrêmement influent
seulement 1000 followers, mais à date, à comparaison, même date, plus de 3 millions de vues. Et ça montre bien en fait qu'il y a une complexité également sur le fait que l'influence, elle est perméable et elle utilise absolument tous les réseaux. Donc on ne peut pas confronter les réseaux les uns à les autres, ils sont éminemment différents. Et ça, pour le comprendre, il faut arriver à les utiliser ou à bien s'entourer pour bien le comprendre. Il y a des modèles de propagation qui sont différents. Sur certains modèles, qui ne sont pas ceux de Twitter, on est plutôt sur une influence top-down. On a des gens qui sont extrêmement influents, qui envoient un message et qui en gros exposent ce message. Et en un seul coup, ils vont adresser énormément de monde et le contenu s'arrête là. Sur Twitter, c'est à la fois magnifique et un peu plus complexe, c'est que l'influence, elle est répartie. Elle est répartie et notamment lieu et cause de la conversation. Donc en gros, vous avez d'un côté des modèles d'exposition qui sont basés plutôt sur du reach, et puis de l'autre côté, chez Twitter, vous avez un modèle d'influence qui est plutôt basé sur les conversations. Or, la conversation, c'est évidemment le moteur même de l'influence. Alors au fil des âges, je sais qu'il y a des mots qui paraissent désuets, mais qui finalement veulent dire à peu près la même chose. Qu'on parle de bouche à oreille, qu'on parle de prescription, qu'on parle de recommandation, qu'on parle de viralité, qu'on parle d'influence ou même qu'on parle de réunion Tupperware, la base, c'est quand même la conversation. Et c'est ce qui anime Twitter en fait tous les jours. La conversation en ce moment, elle est sur le film Joker. Je ne sais pas si vous avez vu le trailer. Ça se discute énormément en tout cas sur Twitter. Voilà, alors sans le son, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voilà. Quand ça a été publié en fait sur Twitter, en 1 heure, ça a généré 1 million de vues du trailer. Quand on était à peu près à 500 000 sur YouTube, 30 000 sur Instagram. Ça ne veut pas dire que derrière, ils ne vont pas rattraper et qu'ils ne feront pas des vues. Une fois de plus, l'idée n'est pas de nous opposer, mais de bien comprendre les différences. Parce que Twitter est ultra rapide, et surtout parce qu'il y a la conversation au cœur. En fait, les gens vont partager, vont commenter, vont apprécier, débattre autour des contenus, en l'occurrence, ici, le trailer d'un film. Et c'est cette chambre d'écho et de résonance qui va faire de l'influence et qui va faire qu'on peut aller faire des scores de cet ordre-là. Ça définit bien ce qu'est Twitter, finalement. Parce que Twitter, c'est tout ce qui se passe dans le monde et ce dont les gens parlent. Et au cœur de cette phrase-là, et de ce qu'on est, ce sont les gens. On a l'humilité de dire que nous, on est juste au service de nos utilisateurs et de nous assurer que justement, ils puissent avoir ces conversations sur notre plateforme. On s'est intéressé à eux et on a fait un petit film qui vous permet de mieux comprendre qui ils sont et ce qu'ils permettent. They're out there. The people opening eyes and turning heads. They're passionate. They're fiercely independent. The real power belongs to the people. And while they might wish Dad a happy birthday on Facebook or sleep scroll through the perfectly posed lives on Instagram, they really come to life on Twitter. On Twitter, they're brave. They're bold. They're open and unfiltered, willing to put it all out there for the whole world to engage. Because while others are content to say, "Look at me," people on Twitter are saying, "Look at this. Did you hear? This must change. And come on, who's with me?" People on Twitter drive what's happening. They're rule breakers and trend starters. They make us think. And if you've got something to say, they're the ones ready to listen and the first to spread the word. So whether you're a global brand or grassroots movement, this is the audience to connect with first. Because it all starts with them. Want to spark a conversation? Start with them. Want to find your biggest fans? Start with them. Want to start a revolution? Launch the next big thing? Change the world? Start with them. The most valuable audiences, when they're most receptive, are on Twitter. Start with them. Donc voilà. Donc, sur Twitter, il y a des audiences qui représentent à la fois de l'influence de masse. Ça peut être le compte Pontifex du pape, Kylian Mbappé, Ninja pour les jeux vidéo. On a des communautés gamers qui sont très présents et qui dialoguent de façon absolument incroyable sur Twitter tous les jours. Eux ont une influence réellement de masse. Ce sont les influenceurs au sens où on entend. Et puis, il y a toutes les masses influentes. Il y a tous ceux qui constituent, en fait, justement, ces micro-influenceurs sur
tout un tas de sujets. Des sujets évidents et assez larges comme l'automobile, sur des choses beaucoup plus niches, sur, je sais pas, les spécialistes de la bière qui discutent de la bière toute la journée, et plein d'autres choses. La particularité de cette audience-là aussi, et ça c'est vraiment important, c'est que ce sont des gens qui sont influents certes en ligne, mais également lorsqu'ils ne sont pas connectés. En gros, les études montrent que les utilisateurs de Twitter, plus que les internautes français, sont des gens vers qui on se tourne également dans la vraie vie, devant lesquels leur famille, les amis se tournent pour avoir des conseils. Des conseils sur des sujets ou des conseils sur aussi la prescription d'achat. Alors voilà ce que ça permet du coup. C'est-à-dire que l'effet domino, qui est propre justement à l'influence, dans un effet domino, le principe n'est pas de tomber tous les dominos d'un coup, c'est plutôt le modèle d'exposition, c'est de faire qu'en fait, à un moment, va se créer un mouvement qui potentiellement, par sa célérité, est quasiment infini et peut jamais s'arrêter. C'est ce qui s'est produit en fait aux États-Unis avec Billy. Billy, en fait, son papa ouvre une boutique de donuts et Billy est un peu triste parce que premier jour, en fait, il n'y a personne. Et du coup, il décide de tweeter, voilà, qu'il est un peu triste. Et puis, la machine va s'emballer. Et du coup, les gens vont réagir à ces tweets-là, vont lui demander où se trouve sa boutique. Et puis, évidemment, vous voyez venir, plus vite qu'il ne faut, les gens se sont déplacés à la boutique du papa de Billy, boutique qui porte son nom. Et puis, rapidement, ils ont été sold out. Alors, ça peut paraître un micro-phénomène, mais ces histoires comme ça, il en arrive tous les jours sur Twitter. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de la plateforme. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en seulement 48 heures, en fait, ces premiers tweets ont généré 250 000 retweets, 546 000 likes, okay, mais sur un compte qui, au départ, avait uniquement 23 followers. Donc là encore, on est dans ce principe de popularité versus influence. Alors, ce qui l'a aidé, c'est que souvent, en fait, les tweets peuvent aller au-delà. Donc là, il s'est retrouvé dans le journal, le journal aux États-Unis. Forcément, ça aide. Je vais passer rapidement le... Voilà. Parce que c'est une autre des spécificités de Twitter. On nous demande souvent, mais combien vous avez d'inscrits, etc., etc. Et en fait, c'est mal comprendre la plateforme. Parce que oui, il y a effectivement des gens qui sont logués sur Twitter et qui communiquent tous les jours et qui font que l'information sur Twitter, elle se propage très rapidement. Mais en fait, l'information va bien au-delà de Twitter. C'est-à-dire que je suis convaincu, et c'est pas grave, que dans la salle, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas forcément de compte Twitter. Et si je leur demande est-ce que vous avez été exposé à un tweet ces 24 dernières heures, quasiment certainement, ils vont dire oui. Parce qu'en fait, qu'on ouvre une application de news média, si on ouvre le journal L'Équipe papier, si on va sur une chaîne info en continu ou autre, en permanence, des tweets sont cités, des comptes Twitter sont cités. C'est la façon dont voyagent en fait, les tweets qui donnent aussi cette puissance et finalement cette capacité d'influence. Chez Twitter, on a plusieurs convictions concernant l'influence. Une première conviction, c'est que l'influence doit avant tout être collective plutôt qu'individuelle. On a plein d'exemples. Dans le petit film, vous l'avez vu, notamment avec le hashtag Balance ton port. Ça, c'est le tweet initial qui est parti d'ici et qui rapidement en fait, a donné lieu à un autre tweet par Alyssa Milano avec MeToo. Et puis finalement, la parole s'est libérée autour du harcèlement sexuel, et puis c'est toujours en cours, et ça peut changer aussi un peu les choses. Et d'une seule personne, finalement, il y a un mouvement collectif qui s'est fait et qui influence la marche de nos sociétés. Il y a une influence également, on est convaincu qu'elle doit être avant tout authentique versus transactionnelle. Et là encore, phénomène de société, mais quoi de plus authentique que Emma Gonzalez? Je ne sais pas si ce visage vous est familier. Mais Emma Gonzalez, en fait, était lycéenne au lycée de Parkland au moment où il y a eu un massacre, une fusillade. Elle a décidé de créer un compte Twitter et de mobiliser en fait toute la jeunesse américaine, ce qu'elle a réussi à faire. Derrière elle et d'autres comptes, elle n'est pas la seule, notamment sur le sujet en fait de la vente d'armes aux États-Unis. Et son influence est absolument colossale et elle fait changer les lignes. Et notamment, elle arrive à faire plier le grand puissant lobby, la NRA. Enfin, l'autre conviction, c'est qu'aujourd'hui, l'influence, elle se doit d'être engagée plutôt que neutre, et ça fait réellement la différence. On a ici l'exemple de Jérôme Jarre, qui est très influent, et ce qui est intéressant avec Jérôme Jarre, c'est qu'en fait, il a créé d'abord son influence en faisant des petites vidéos plutôt marrantes, plutôt sympathiques, et puis il a constitué une base absolument gigantesque de gens qui lui sont proches. Il a une vraie traction auprès de ces gens-là. Quand il leur demande de faire quelque chose, ils ont tendance à le faire. Et à un moment, il s'est dit, mais en fait, tout ça ne rime un peu à rien, c'est sympa de faire rire comme ça, mais il y a des grands sujets. Et du coup, il a décidé de mettre son influence au service de grandes causes. Donc il est allé en Somalie, il s'occupe également des Rohingyas,
et il joint les mots, puisque finalement 280 caractères, c'est bien beau, mais derrière, il faut joindre, évidemment, j'ai envie de dire, les actes au tweet. Et ben, c'est ce qu'il fait. Et du coup, il y a des hôpitaux qui sont créés, il y a plein de choses, etc. etc. Donc voilà, son influence est engagée et elle sert pour le coup à quelque chose. Quelqu'un d'autre qui est très influent, c'est Stéphane Richard, le patron, le président d'Orange, qui utilise très très bien Twitter. Si vous êtes sur Twitter et que vous voulez suivre un président qui utilise bien Twitter, je vous invite à suivre le compte de Stéphane Richard. Et donc là récemment, ce qu'il a proposé, tout récemment, il y a quelques mois, il a proposé en fait aux salariés d'Orange de donner leur avis sur Twitter autour de la raison d'être de l'entreprise. C'est pas anecdotique, c'est très intéressant. Et de quelqu'un qui est très influent, comme le président d'Orange, sur la communauté de la technologie et sur plein de choses. Il s'adresse également à des gens qui sont éminemment influents et qu'on a trop tendance souvent à négliger, qui sont les employés d'une société. Quand il s'agit de la réputation d'une société, les employés ont aussi cette influence de pouvoir partager ce qui s'y passe. Donc là, dans tous les pays où Orange est ouvert, les salariés ont tweeté avec le petit post-it, ils ont repris le gimmick de Stéphane Richard et ils ont donné quelle était pour eux la raison d'être d'Orange. Il a retweeté derrière. De mémoire, il y a la confiance, il y a l'inclusion numérique et puis également l'environnement. Et puis du coup, affaire à suivre puisque c'est tout récent. Mais là aussi, j'imagine que ça va donner lieu à des actes. Parce qu'on parle technologie à la fois Orange et puis qu'on est au Grand Est numérique, si on s'attarde un peu plus justement sur les sujets liés aux nouvelles technologies, les utilisateurs de Twitter, un peu sans surprise, n'allez pas croire qu'ils sont uniquement geeks, mais néanmoins s'intéressent beaucoup à ces sujets-là, en discutent beaucoup. 57% d'entre eux, on vient les voir justement quand il s'agit d'avoir un avis sur des sujets liés aux nouvelles technologies, versus 37% des internautes français. Voilà, ça, ce sont des études faites par Harris Interactive. Donc, ce sont des sujets qui sont importants, qui sont éminemment discutés. Rappelez-vous, la conversation est vraiment au cœur de Twitter. Beaucoup de tweets qui sont liés à la technologie. Beaucoup de tweets également qui sont liés autour de la French Tech. Et puis, voilà, les acteurs de la French Tech utilisent Twitter. Là, ce n'est qu'un petit nombre. Et puis, également, la presse spécialisée et les relais d'influence. Si vous voulez gagner du temps, voilà ce que je vous propose. Vous pouvez prendre votre téléphone, vous pouvez flasher, c'est-à-dire juste ouvrir l'appareil photo et regarder et viser ce petit QR code. Et normalement, ça devrait vous amener en fait sur une liste que j'ai créée avec 100 comptes qui comptent sur la tech. Et du coup, ça peut gagner du temps plutôt que d'aller chercher, parce que c'est toujours le truc un peu compliqué des fois sur Twitter, c'est-à-dire qui il faut suivre. Parce que sur Twitter, contrairement à d'autres réseaux, finalement, j'ai peut-être peu d'intérêt d'aller suivre mon voisin, mon frère ou autre que j'aime beaucoup, mais dont on ne partage pas les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes passions. C'est d'aller savoir quels sont les gens qui ont autorité sur les sujets qui m'intéressent. Donc là, c'est juste histoire de vous faire gagner du temps. Voilà, sans compte, c'est complètement subjectif. Il y en a d'autres, n'hésitez pas à tweeter, à me tweeter justement d'autres comptes si vous voulez qu'on en rajoute sur cette liste-là. Voilà. Et puis évidemment, les startups utilisent également Twitter. Il y en a une qui l'utilise particulièrement bien, qui s'appelle Back Market, et qui du coup a fait une opération qui utilise Twitter de façon très maligne. Ça leur a valu de gagner 2 prix au Festival mondial de la publicité il y a quelques mois, à Cannes. Et je vous laisse regarder le cas. For a brand, it's not every day that Donald Trump, Barack Obama, Elon Musk, Kim Kardashian, Justin Bieber, Emma Watson, Kate Upton, Kendall Jenner, 50 Cent, Arnold Schwarzenegger, tweet about your products. Here is how it happened. Back Market is the French leader in refurbished smartphones. With us, old phones get new again. In 2019, we decided to expand to the USA. But how to promote refurbished products in a country that only cares about brand new smartphones? We thought that influencers would be a great way to do it, but we quickly realized that they were totally out of our budget. And then we got an idea. We noticed that these celebrities already tweeted about the old products that we are selling today, but years ago. So, to promote our refurbished products, we refurbished their tweets. We analyzed the biggest American celebrities' Twitter accounts to find old tweets mentioning a desire for our products. Then, we shared these tweets by answering them as if they were just published, and sent them the smartphones they were dreaming of years ago. And we let the whole world know about it.
We refurbished their tweets. We refurbished hundreds of superstars' tweets without them knowing it to create the biggest influencer campaign ever. And all of it for free. Our 300 celebrities worked so well that we got noticed instantly, generating 26,000 orders in 48 hours and increasing the website's visits by 457%. Oh, and even a few influencers were pleased by our little trick too. Back market. Donc voilà, un petit cocorico quand même, parce qu'on a une start-up française accompagnée d'une agence française, c'est BETC qui a créé cette campagne et qui du coup a brillé voilà, de par son utilisation avec une compétition ardue au Cannes Lions et du coup voilà une bonne utilisation. Et du coup pour finir, juste quelques fondamentaux, il y en a également d'autres mais en voilà des principaux pour engager sur le marketing de l'influence. La première chose, c'est le contrôle de qualité, c'est-à-dire que s'assurer en fait, notamment que les influenceurs avec lesquels on travaille ont une base de followers qui soit saine, que les commentaires qui sont faits sur leur compte sont également saines. Pour reboucler avec Keith Weed, notre directeur marketing d'Unilever en amont, ils ont du coup engagé avec Unilever, et c'est un très très gros investisseur sur l'influence marketing, des vraies démarches là-dessus. Ils mettent la pression très fort sur l'ensemble des écosystèmes, à la fois les agences, les influenceurs et aussi les plateformes. Et ça nous a valu d'avoir un tweet de sa part qui reconnaissait et valorisait le travail qu'on a fourni justement à en permanence nettoyer les faux comptes qui peuvent arriver sur la plateforme. Savoir s'entourer des bons conseils et des bonnes agences, ça peut paraître évident, mais il faut bien y penser. Privilégier les partenariats à long terme, parce que faire du one-shot, juste un coup tactique avec des influenceurs ou acheter à l'aveugle sur des plateformes, c'est sans filet, quoi. Et donc il y a un vrai risque là-dedans, alors que construire une relation justement de compréhension à la fois de vos produits et de vos services, évidemment ça apporte plus de résultats. Développer les bons produits et les bons contenus, ça on est plutôt pour les micro-influenceurs. Parce qu'en fait, se développe de plus en plus, Guy tu l'évoquais, oui, les influenceurs de masse sont souvent rémunérés, les micro-influenceurs, on a tendance à vouloir les rémunérer aussi, via l'automatisation. Seulement, c'est un peu mettre le loup dans la bergerie. Il y a moyen aussi d'activer, c'est pas simple, mais ces micro-influenceurs, simplement en leur proposant aussi les bons produits et les bons contenus, quoi. Et une fois de plus, pouvoir travailler en amont à la conception de contenus qui puissent être partageables ou qui peuvent déclencher des conversations, c'est absolument fondamental dans la façon d'activer ces micro-influenceurs. Intégrer vos présidents, ou vous-même, si vous êtes président de votre société, et également vos employés. C'est absolument, aujourd'hui, l'employé advocacy, désolé pour l'anglicisme, mais c'est vraiment la marque employeur, pardon. Voilà, c'est vraiment pareil, un sujet qui est absolument clé et qu'il faut pouvoir adresser. Et puis du coup, enfin, évidemment, donner du sens, ça peut paraître la palisse, mais il y a là, du coup, à la fois de la responsabilité partagée envers tout le monde, mais c'est aussi ce que les consommateurs en fait, réclament aujourd'hui. Toutes les études le montrent. Les consommateurs réclament du sens et les marques en donnent de plus en plus. Je vous remercie. Oui, merci. Merci Laurent Bianec. On s'installe un petit peu, si vous en êtes d'accord. Profitez de sa présence, ce cher monsieur Twitter, pour converser avec lui. C'est vrai que c'est important de converser aussi en mode réel. On n'a pas arrêté de tweeter, là, je vois mon ami Stéphane Tauzied qui regardait. Avec le bon hashtag, j'espère. Quand vous étiez connecté sur Twitter, il rigolait parce qu'il s'est connecté avant vous. Enfin bref. Est-ce qu'il y a des questions à notre cher invité Laurent Bianec? Profitez-en. Le hashtag, c'est Gen 2019, je crois. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, oui, les questions sont toujours un peu difficiles en début d'après-midi, on peut le comprendre. En même temps, il y a eu beaucoup de sujets abordés. Je crois qu'il y a Justine aussi qui peut poser une question. Bonjour. Moi, j'avais une question, pas directement sur l'influence. J'avais une question sur l'entreprise et l'entrepreneuriat derrière. Je me suis inscrit sur Twitter au moment où la baseline, c'était « What are you doing now ?» et c'est devenu aujourd'hui un média, un connecteur à part. Ça a changé de catégorie dans les App Store. Ouais. Comment on gère ça dans l'entreprise? Comment on négocie ce cap et ce changement de statut entre
celui d'un réseau social innovant et d'une start-up à celui d'un véritable canal d'expression? Alors effectivement, je vois que vous êtes très bien renseigné, que vous maîtrisez bien notre histoire. En fait, on a la chance d'avoir notre fondateur. Ils étaient 3 à la base, mais on a toujours 2 qui sont dans la société. Et donc Jack Dorsey, qui est notre fondateur et qui est notre président, il sait pourquoi il a conçu Twitter et il sait comment il le voit évoluer et ce qu'il veut y faire. Et on a la chance d'avoir quelqu'un qui est à la fois très humble, qui a de l'ambition, mais qui est aussi très humble et qui a une idée très claire de comment il veut avancer. Et l'humilité, elle vient aussi du fait de pouvoir se dire des fois quand les choses ne vont pas. Donc concrètement, il y a un peu plus de 2 ans de ça, les chiffres étaient... Alors, on voyait des articles un peu durs, genre ça va pas, etc. En fait, pour de vrai, ça allait, c'est juste que c'était plutôt stable, quoi. Et évidemment, dans un monde de start-up, ça ne suffit pas. Et depuis 2 ans, on a opéré des tas de changements, dont effectivement celui que vous citez, qui était de demander de ne plus être catégorisé dans les rubriques social media des App Store, dans la catégorie news, actu, parce que c'est finalement ce qu'on représente. Et notre nouvelle baseline, entre guillemets, notre espèce de signature, c'est what's happening, qu'est-ce qui se passe. C'est ça, et Twitter permet de voir ce qui se passe partout dans le monde, à travers des gens qui s'expriment ou des médias qui l'utilisent pour relayer en temps réel ce qui se passe. Et en fait, ça, c'est un des nombreux changements qui ont eu lieu pendant ces 2 dernières années, notamment le passage des 140 à 280. Alors, dès qu'on touche à ça, ça génère, voilà. On suit ça évidemment de près. Ça a eu les effets escomptés, parce que pour de vrai, ça a facilité l'usage. Ça a même eu des effets parfois connexes, comme par exemple, les gens sont plus polis. Parce qu'en 280, on a le temps de dire merci ou bonjour. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est des choses qu'on monitor aussi. Donc bref, il y a eu des tas de changements. Et ces changements ont fait que du coup, depuis 2 ans, sans prétention, on a le vent dans le dos. On fait de la croissance sur les utilisateurs, on fait de la croissance sur le revenu, on est rentable depuis 2 ans. Et que du coup, c'est des changements nécessaires. Mais on a confiance en notre leader et les équipes qui les constituent. On est des toutes petites équipes. C'est une culture d'entreprise qui est absolument incroyable en termes de transparence. On est en permanence, on a accès à tout le monde, on est au courant de tout ce qui se passe en temps réel au sein de l'entreprise. Et du coup, il y a un niveau de confiance qui est très grand. Donc quand il y a des choix qui sont faits, on sait pourquoi ils sont faits. Et en plus, ils ont rétrospectivement, sur le moment, il faut avoir un doute, mais rétrospectivement, ces choix ont fonctionné. Qui souhaite s'exprimer, compléter Je viens vers vous, parce qu'on ne va pas vous entendre. Si vous pouviez juste vous présenter, ce serait sympa. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Pierre Passy, donc je suis consultant dans une société informatique. Et j'aurais une question du coup concernant le développement de Twitter, notamment pour l'utilisation par les startups. En fait, on voit de plus en plus de gens aujourd'hui remplacer des plateformes comme Product Hunt par Twitter pour notamment présenter leurs nouveaux produits. Et Twitter, à contrario de Facebook, du coup, ne fait pas de distinction entre un compte privé ou une page sur Facebook et un compte de produit ou un compte de start-up. Donc je me demandais, est-ce que c'est vraiment une volonté de Twitter de garder un type de compte à la fois pour les comptes personnels ou les produits? Et est-ce qu'il y aura éventuellement des développements dans ce niveau-là, ou est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir un risque que Twitter devienne un Product Hunt bis plutôt qu'un réseau d'information comme vous le souhaiteriez? Merci. Vaste question. Je ne sais pas si le micro fonctionne toujours. Ça a l'air. Ça a l'air. Donc, par où commencer? En fait, là-dessus, pareil, le produit il est en permanence en train d'évoluer. On avait, alors, c'est pas aussi effectivement évolué que ce que peut faire Facebook, mais parce qu'une fois de plus, on est différent et qu'eux ont à la fois d'autres enjeux et la façon dont ils sont utilisés appelle différentes fonctionnalités qu'on n'a pas forcément nous. On a eu pendant longtemps ces petits badges bleus de certification qui permettaient notamment déjà de verrouiller 2 types de comptes. Là, pareil, comme on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas trop, pour l'instant, on a mis en suspension et on travaille à voir comment on pourrait faire évoluer ce type de choses. J'ai pas de scoop à sortir aujourd'hui, désolé, mais c'est évidemment des réflexions qui sont en cours. Il nous reste 4-5 minutes. On peut encore prendre quelques interventions, commentaires. C'est bien. Merci. Charlie Voulot, je suis DPO, donc délégué à la protection des données personnelles.
J'aurais une question concernant un scandale qui a eu lieu sur Facebook il y a quelques années, qui était le scandale Cambridge Analytica. Quelle est la responsabilité que Twitter prend ou ne prend pas par rapport à cette influence qu'il donne ou ne donne pas à certains acteurs et à l'influence sur nos sociétés aujourd'hui que dans la vie réelle que peuvent avoir des grandes sociétés qui vendent justement le savoir-faire pour utiliser cette influence à des fins diverses? Alors, plusieurs éléments. Il y a un premier élément qui, et ne croyez pas que ce soit une façon de me défiler, mais si vous connaissez bien Twitter, du coup, vous voyez que la plateforme est publique. Donc le fait que, en fait, dès le départ, dans les conditions d'utilisation, quand on tweet, tout le monde, et c'est évidemment justement la beauté de la chose, c'est que tout le monde peut voir ce que vous venez de faire. Vous n'êtes pas en mode privé, donc l'utilisation déjà de cette donnée au sens affichage du terme, on n'est pas soumis en fait aux mêmes difficultés qu'ont pu l'avoir d'autres sociétés. Je me garderais bien, de parler en leur nom, évidemment, vous comprendrez bien, et deux, de dire eux ont failli et nous ça nous arrivera jamais. Ce serait bien trop arrogant et une fois de plus, j'imagine que vous maîtrisez mieux le sujet que moi, mais ce sont des sujets qui sont évidemment complexes dans la façon dont on traite la data. Tout ce que je peux vous dire, c'est que notamment quand on a été mis en place toutes les directives autour de la RGPD, c'est des choses qu'on avait anticipées de façon vraiment très en amont. Je pense pouvoir dire qu'on a été une des plateformes qui a mis en place justement des actions de la façon la plus stricte, ce qui nous a valu d'ailleurs pas mal de problèmes sur le moment. Mais c'est la façon dont on l'a envisagé, et c'est la façon, pour rebondir encore sur la façon dont Jack Dorsey et notre staff l'envisagent, c'est quelque chose dès le départ donc, qu'ils ont envisagé en disant même si il se passe quelque chose du côté de la France, une fois de plus, côté régulation, la France est un peu un laboratoire, c'est des choses qu'on met en place au niveau global pour s'assurer justement de la bonne marche. Donc on est très vigilant, donc on a des équipes qui sont dédiées à ça. Après, vous dire au jamais, grand jamais, on sera irréprochable, c'est notre volonté d'être irréprochable et on investit dessus. Maintenant, voilà, on est comme tout le monde, personne n'est infaillible, quoi. Et je me garderai bien de donner des leçons sur le sujet. Mais une fois de plus, la protection des données de nos utilisateurs, c'est au cœur. Ce que, à cours de conférences et d'interviews, Jack Dorsey, et derrière nous, on met en place sa ligne et sa directive, c'est ce qu'il y a de plus important. Quand je dis justement au cœur de Twitter, ce sont nos utilisateurs et les gens, on doit s'assurer justement qu'ils sont dans un environnement qui soit le plus sain possible, que la conversation se passe de façon la plus saine possible également, et du coup ça va également sur la protection de leurs données, et croyez bien qu'on engage énormément de choses. Je ne pourrais pas forcément tous les citer ici, mais en tout cas on a notamment sur nos blogs, on communique très régulièrement justement sur les initiatives qu'on prend sur le sujet. Une dernière intervention peut-être. Ah ben, il y en a deux là, on va les prendre toutes les deux. Une seule. Vous levez le doigt à deux. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis Brice Léon, encore étudiant en marketing. Et je voulais vous demander si vous pensiez qu'aujourd'hui, il soit plus rentable pour une entreprise qui a du mal à se faire connaître sur Internet, de peut-être contacter plusieurs micro-influenceurs plutôt qu'un influenceur de masse. En fait, je pense qu'il ne faut pas le prendre. En fait, le problème, ça serait de se dire, et de considérer, je ne sais pas ce que vous dites, mais de considérer que du coup, les micro-influenceurs auraient un accès plus facile parce que moins cher qu'un influenceur, et que les deux opéreraient le même type d'influence. Pour moi, c'est absolument différent. Ça résout des enjeux qui sont différents aussi. Et du coup, certes, l'un risque de coûter plus cher que l'autre, mais pour autant, il n'y a pas une Ligue 1, une Ligue 2, quoi. C'est vraiment, ça peut générer finalement le même impact d'un côté comme de l'autre. C'est la façon dont, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre, et deux, derrière, se donner les moyens de le faire. Après, les règles qui sont de pouvoir savoir avec qui on travaille, de pouvoir échanger, de savoir que derrière, il y a un alignement des planètes sur le fait que les gens seront sincères dans la façon dont ils vont s'exprimer autour de vos services ou de vos produits, que ce soit un influenceur de masse ou des micro-influenceurs, c'est ce qu'il y a de plus important, quoi. Et une fois de plus, mettre à disposition les bons contenus, les beaux produits, et être dans la discussion avec eux, c'est probablement avant tout ce qui est la clé.
Laurent Buanec, je vais respecter le timing, on a encore un bon programme. Je voudrais vous remercier pour la clarté de votre propos, le sourire, les exemples très concrets. Je crois qu'on a appris 2-3 petites choses très importantes, et notamment que nous vous stannons ici à #Metz. Bienvenue, à bientôt. Merci Laurent Buanec. Merci beaucoup.